Si vous savez faire marcher un lave-linge, vous savez faire marcher un micro-ordinateur aussi puissant et performant qu'un compact. 1. Vous choisissez votre programme. 2. Vous appuyez sur le bouton. Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour fêter l'anniversaire d'une carte graphique qui est tout simplement une révolution. Aujourd'hui, on va parler de la GeForce 256. C'est une carte graphique qui est sortie en 1999, plus précisément le 11 octobre 1999. Vous l'aurez donc compris, elle vient de fêter ses 25 ans. Et autant vous dire qu'un quart de siècle pour le monde de l'informatique qui avance si vite, c'est tout simplement énorme. Et normalement, cette information, vous avez sûrement dû la voir passer, que ce soit sur des sites de jeux vidéo, des sites spécialisés dans le hardware, et même Nvidia a communiqué là-dessus en faisant une vidéo qui parle des 25 ans de la GeForce 256. Il y a aussi eu quelques posts Twitter sur le sujet, il y a même Digital Foundry qui a carrément fait un live pour parler de cette carte graphique-là. Et pourquoi tout le monde en parle? Tout simplement parce que cette carte graphique a été une révolution. Donc forcément, vous doutez qu'avec la thématique qu'il y a autour de la chaîne Hardware Archive, j'étais obligé de parler de cet anniversaire. Donc pour l'occasion, eh bien, je vais faire une vidéo dédiée à la GeForce 256, parce que même si j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne, eh bien, j'avais encore jamais fait de vidéo vraiment dédiée. Et vraiment, je compte aller plus loin que ce qui a été dit dans la presse spécialisée dans le hardware, parce que finalement, ils n'ont fait que gratter le sujet de la GeForce 256. Et d'ailleurs, j'en suis très déçu. Et en vrai, à la base, je voulais faire une partie revue de presse dans laquelle je faisais un petit coup de gueule autour du traitement médiatique là-dessus. Mais je réserve ça pour une prochaine vidéo. J'ai pas envie de gâcher celle-ci avec une grosse revue de presse dans laquelle je vais faire que râler. Aujourd'hui, on va simplement parler de la GeForce 256, voir ce qu'elle a changé, pourquoi c'est une révolution et pourquoi autant de monde a envie de fêter les 25 ans de cette carte-là. Mais ça, ce sera juste après la sponsor. Vous venez d'acquérir un magnifique PC. Malheureusement, vous n'avez pas de système d'exploitation pour pouvoir en profiter pleinement. Même si les BIOS se sont beaucoup améliorés, et bien pouvoir uniquement accéder au BIOS de son PC, c'est quand même pas l'éclat. Heureusement pour vous, le site CaseFan qui sponsorise cette vidéo a une solution pour vous. Le site vous propose d'acheter des versions OEM de Microsoft Windows ou encore du pack Office. En plus de ça, dans le cadre du partenariat, vous aurez droit à des codes de réduction. Par exemple, le code ALD50 vous permettra d'avoir 50% de réduction sur les systèmes d'exploitation tels que Windows 11 Pro par exemple. Et du côté du pack Office ou d'un bundle Windows plus pack Office, vous aurez droit avec le code ALD62 à 62% de réduction. Pour en profiter, c'est très simple. Au moment de l'achat de votre version de Windows ou encore de Microsoft Office, il vous suffit de rentrer le code promo dans l'espace prévu à cet effet, de valider et la réduction s'applique. Une fois que vous serez à l'étape de paiement, vous pourrez effectuer un paiement sécurisé, que ce soit par carte bancaire ou encore par PayPal. 5 à 10 minutes après le paiement, vous recevrez la clé CD de Windows ou encore du pack Office directement dans votre boîte mail. Si vous ne recevez rien, n'oubliez pas de vérifier dans les courriers indésirables. Et si vraiment il y a un souci, ne vous en faites pas, vous aurez accès à un service après-vente 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui s'engage à vous rembourser, par exemple dans le cas d'une clé CD qui n'est pas valide. Si ça vous intéresse, vous trouverez tout ça dans la description. Merci au site CaseFan de sponsoriser la vidéo et la chaîne. Et merci à vous aussi si vous faites un achat sur le site, car indirectement, ça vous permet de soutenir la chaîne. La GeForce 256, s'il y avait une carte graphique Nvidia que l'on devait retenir sur ces 30 dernières années, et bien clairement c'est celle-ci. La GeForce 256 qui est sortie donc en octobre 99, c'est la toute première carte graphique qui porte le nom GeForce. Cette carte, elle a été très importante pour Nvidia, elle a été très importante pour l'industrie de la carte graphique. Elle a tout simplement tout changé. Et j'en ai déjà pas mal parlé de cette carte graphique, que ce soit dans une présentation lors d'un unboxing. J'avais déjà fait un PC équipé de cette carte graphique là. J'en avais aussi parlé pour expliquer un petit peu l'évolution que l'on a eue au niveau des cartes graphiques. Bref, j'ai déjà beaucoup parlé de cette carte là. Et vraiment, pour les 25 ans, c'est l'occasion de faire une vidéo 100% dédiée à cette carte. Cette carte a été une vraie révolution, mais pour que vous compreniez pourquoi, eh bien, il faut d'abord contextualiser le hardware des années 90 et plus précisément de la deuxième moitié des années 90. Parce que surtout au niveau des solutions graphiques, c'était très différent d'aujourd'hui. Pourquoi? Principalement parce qu'au niveau des cartes graphiques, en réalité, c'était pas exactement des cartes graphiques au sens où on l'entend de nos jours. Il s'agissait de ce que l'on appelait
appelait des cartes accélératrices 3D. Et dans leur fonctionnement, c'était quand même un petit peu différent au niveau des accélérateurs 3D. C'est-à-dire que le principe de l'accélération 3D, c'est qu'on a une carte qui n'est pas là pour faire l'entièreté du travail, pour que l'on ait une image en 3 dimensions affichée à l'écran. Pour afficher de la 3D sur les PC de l'époque, il y avait encore une énorme charge de travail qui était donnée au processeur, à savoir le calcul des polygones, le clipping, ainsi que les effets de lumière. C'était le processeur, le CPU qui calculait tout ça, et non pas la carte accélératrice 3D. Le rôle des accélérateurs 3D, c'était simplement d'appliquer les textures sur les polygones qui ont été calculés par le CPU, et d'appliquer les filtrages tels que le filtrage anisotrope ou encore l'anti-aliasing, etc. Bref, les technologies que l'on avait à l'époque. C'est-à-dire qu'à l'époque, pour avoir vraiment des bonnes performances en jeu vidéo, il fallait tout d'abord un très bon processeur et ensuite un bon accélérateur 3D. Alors ça ne veut pas dire que l'accélérateur 3D il avait un petit rôle, hein, bien au contraire, mais malgré tout, la base pour avoir de bonnes performances, ça restait le processeur. Alors que de nos jours, quand on va vraiment chercher une grosse qualité graphique, par exemple pour jouer en 4K, on va privilégier une grosse carte graphique, et au niveau du processeur, un processeur milieu de gamme pour de la 4K est suffisant. Et au niveau des cartes accélératrices 3D, ceux qui suivent la chaîne le savent très bien, je l'ai répété plein de fois, mais il y avait vraiment une concurrence qui était féroce. Il y avait énormément d'acteurs de l'accélération 3D. Si je vous en cite quelques-uns de mémoire, il y avait bien sûr 3DFX. On peut aussi bien entendu parler de Matrox, il y avait S3 Graphics. Il y avait Intel qui avait proposé des accélérateurs 3D, d'ailleurs j'en ai testé sur la chaîne. Il y avait aussi Rendition, bref, il y avait énormément d'acteurs au niveau des accélérateurs 3D. C'était ultra concurrentiel. Et en plus de ça, pour avoir un fonctionnement optimal sur les accélérateurs 3D, et bien souvent chacun des fabricants proposait sa propre API propriétaire pour être optimisé avec les accélérateurs graphiques de la marque. Juste pour rappel, les API, c'est par exemple DirectX, OpenGL ou encore Vulkan de nos jours. C'est un sous-programme, disons, qui permet de faire fonctionner les jeux. Et bien à l'époque, il y avait S3 qui avait développé sa propre API, qui était le S3 Metal. Il y avait aussi Rendition qui avait son propre API, c'était Rendition R Redline, si je dis pas de bêtises. On avait aussi bien entendu 3DFX avec le 3DFX Glide. Bref, il y avait énormément d'API différentes. Pourquoi? Parce que finalement, les accélérateurs 3D, dans leur fonctionnement, ils étaient très rigides. Et pour en tirer le meilleur, on était obligé de passer par des API. Même si, en général, il y avait au moins une compatibilité pour OpenGL qui pouvait faire fonctionner la plupart des accélérateurs 3D, mais c'était pas toujours le cas. Donc je résume grossièrement ce contexte de la deuxième moitié des années 90. En gros, on avait un milieu très concurrentiel au niveau des accélérateurs 3D. Les accélérateurs 3D qui n'étaient pas des solutions graphiques, disons, complètes. C'était encore le processeur qui calculait beaucoup d'effets graphiques, notamment le calcul des polygones. Donc voilà pour le contexte de l'époque. Arrive donc la toute première GeForce, il est temps qu'on en parle, je vous fais les présentations. Pour commencer, il faut savoir qu'il y a eu deux versions de la GeForce 256, et ce qui changeait, c'était tout simplement la mémoire utilisée. Il y avait une version utilisant de la mémoire SDR, et une autre version utilisant la toute nouvelle DDR Double Data Rate. La carte est fabriquée autour du GPU NV10 d'NVIDIA, qui est gravé en 220 nanomètres. Ce GPU il est composé de 4 unités de calcul, ce qui fait qu'on retrouve 4 unités de pixels, les pixel shaders, 4 unités de texturing et 4 unités de rendu. L'ensemble étant cadencé à 120 MHz. Au niveau de la mémoire, on embarque 32 MB de mémoire pour la version DDR cadencée à 150 MHz, ce qui nous donne, étant donné qu'on est sur de la DDR, 300 mégas transferts par seconde. Quant à la version SDR, et bien forcément vu qu'on n'a qu'un seul transfert par cycle, cadencé à 145 MHz, et bien on n'a que 145 mégas transferts. Donc forcément, vous en doutez, la version SDR est moins performante que la DDR. Avec la vision que l'on a à l'heure actuelle en 2024, quand j'énumère ces caractéristiques techniques, c'est vraiment pas impressionnant, c'est sûr. En 25 ans, on a fait beaucoup de chemin. Vraiment 4 unités de calcul, quand on sait que de nos jours, on a des cartes graphiques qui en possèdent carrément des milliers, voire certaines pour les plus haut de gamme, des dizaines de milliers, ça prête quand même pas mal à sourire. Il n'empêche que pour 99, cette carte était une véritable petite bombe et même une révolution. Alors qu'est-ce qu'a changé finalement cette GeForce 256? Quand je parlais du contexte, rappelez-vous au niveau des accélérateurs 3D, je vous disais que le processeur, il avait encore une grosse charge de calcul au niveau des graphismes 3D. Ce que vraiment cette 256 va changer, c'est que c'est la première carte graphique grand public
qui est capable de tout calculer, de prendre tous les calculs pour afficher une scène en 3D à sa charge. En gros, par rapport à ce qui se faisait avant, c'est toujours elle qui applique les textures, c'est toujours elle qui fait les technologies de filtrage, anisotrope, etc. Mais c'est elle maintenant qui calcule les polygones, c'est elle qui s'occupe du clipping et c'est elle aussi qui s'occupe des effets de lumière. C'est elle qui va gérer ce que l'on appelle le T et L, le Transform and Lighting. Transform pour les polygones et Lighting, bah vous en doutez, c'est tout simplement pour les effets de lumière. Et ça, c'était vraiment une grosse charge de travail qui était donnée aux processeurs de l'époque, qui en plus de ça n'était pas du tout optimisé pour faire ce genre de calcul, étant donné qu'à la base c'est des calculs assez simplistes. Mais vu qu'on avait des processeurs qui étaient un core, un thread, eh bien on avait les calculs qui devaient se faire l'un après l'autre. On ne pouvait pas faire des calculs comme aujourd'hui en parallèle. Et là où c'est intéressant sur une carte graphique, comme je vous le disais, c'est qu'on a 4 petites unités de calcul qui sont capables de faire du coup des calculs simples, mais en parallèle, ce qui permet de gagner beaucoup de temps. Donc forcément, cette GeForce 256, elle va venir soulager le processeur en récupérant à sa charge une énorme charge de travail, ce qui permettra d'une certaine manière de contourner le problème qui était le goulot d'étranglement provoqué par les processeurs à cette époque-là, et donc forcément d'avoir un gain de performance très intéressant. Et la révolution, elle est là, c'est qu'on est face à la toute première carte graphique grand public qui est capable de prendre tous les calculs graphiques notamment pour afficher une scène 3D, à sa charge. Et Nvidia va beaucoup communiquer là-dessus, notamment avec un slogan que l'on a pas mal vu, World First GPU. Le premier GPU du monde, et bien que ce soit surtout du marketing, c'est pas totalement faux pour autant. Parce qu'avec cette carte-là, Nvidia vient de redéfinir ce qu'était un GPU finalement. Ce n'est plus simplement un chipset 3D ou un chipset 2D 3D, c'est carrément un processeur qui est capable de faire tous les calculs liés à la 3D et qui n'est plus là simplement pour assister le processeur pour afficher une scène 3D. Et je pense qu'à partir de là, on peut vraiment différencier les cartes graphiques telles que la GeForce 256 qui gère absolument tout, et l'ancienne technologie d'accélération 3D qui n'est là juste que pour prendre une petite partie des calculs à sa charge. On est tout simplement plus exactement sur la même technologie. Maintenant, on va parler de l'impact qu'a eu finalement ce changement et notamment l'impact qu'a eu directement ce modèle de carte graphique là, la GeForce 256. Parce qu'il y a eu un avant la GeForce 256 et un après. Parce que ce changement technologique, c'était tellement efficace que ça a eu un impact monstrueux et par la suite, on ne pouvait plus faire sans des cartes qui soient capables de calculer l'ensemble des graphismes. Pour commencer, au niveau de nos PC, eh bien, le processeur, le CPU pour Central Processing Unit, eh bien, il était devenu beaucoup moins central qu'avant. Dans un premier temps, bien sûr, c'était pour des utilisations pour faire de la 3D, que ce soit pour du jeu vidéo ou des applications plus professionnelles. Mais dans un second temps, ça arrivait relativement vite, quelques années plus tard, eh bien, ça a aussi beaucoup changé au niveau du calcul brut. Pourquoi? Parce que du coup, cette GeForce 256, pour moi, elle a commencé à poser les bases de ce qui va permettre de faire ce que l'on appelle du GP-GPU. Pourquoi? Parce que les calculs complexes, que ce soit dans diverses applications, on les faisait par le CPU, à l'aide du CPU. Mais avec les unités de calcul que l'on retrouvait sur une carte telle que la 256, on s'est finalement rendu compte que, vu qu'on avait plusieurs unités de calcul, même si elles ne sont pas ultra puissantes, eh bien c'est beaucoup plus rapide pour effectuer des petites tâches en parallèle du coup sur plusieurs unités de calcul. En gros, on s'est rendu compte que finalement, eh bien, c'était peut-être plus efficace d'utiliser le GPU pour certaines tâches plutôt que le CPU. Et ça, c'est le principe du GP-GPU. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, alors je vous mets le lien, je ne sais plus s'il va tomber là ou là, avec la miniature. N'hésitez pas à aller voir si vous voulez approfondir le sujet du calcul via GPU. C'est notamment ce qu'a donné le minage de crypto-monnaies, etc. Bref, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Le deuxième gros changement qui a été fait par cette première GeForce, la GeForce 256, c'est l'impact qu'elle a eu au niveau de l'industrie des solutions graphiques. Et vraiment, là, c'est peut-être un des effets les plus visibles que l'on a eu. Rappelez-vous, je vous disais que dans les années 90, il y avait vraiment pléthore de fabricants de cartes accélératrices 3D. Matrox, 3DFX, on a eu du Intel, S3, etc. Bref, je ne vais pas les reciter. Mais il y avait vraiment beaucoup de concurrence. Nvidia, avec la GeForce 256, va tout bonnement faire disparaître l'immense majorité des concurrents qu'elle avait. Et notamment 3DFX qui va être littéralement absorbé par Nvidia puisque Nvidia va racheter 3DFX au début des années 2000. Et le seul concurrent qui va survivre un petit peu à ça, eh ben, ce sera ATI
qui auparavant faisait les accélérateurs 3D ATI Rage et qui, à partir de 2000, du coup, va se lancer dans les GPU qui font aussi du Transform and Lighting. Ce sera les premières cartes Radeon. Et la gamme Radeon, qui existe toujours, sauf que maintenant on appelle ça des AMD Radeon, c'est suite au rachat justement d'ATI par AMD dans le milieu des années 2000. Malgré tout, au début des années 2000, il y a quelques concurrents qui vont subsister un petit peu. Je pense notamment à PowerVR qui va durer quelques années, mais ils vont enchaîner d'échec en échec. Et surtout, je pense qu'ils vivaient principalement parce que c'est eux qui fournissaient le GPU de la Dreamcast, mais avec l'échec aussi de la Dreamcast, eh bien ce sera la fin de PowerVR. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est principalement, je pense, la sortie de la GeForce 256 qui fait que de nos jours, on se retrouve avec un marché qui est contrôlé par deux principaux fabricants, que sont Nvidia d'un côté et ATI AMD de l'autre, même si de nos jours, il y a aussi Intel qui s'est rajouté, mais bon, pour l'instant, ils ont encore du mal. Pour conclure, et ma conclusion risque d'être longue d'ailleurs, mais il faut vraiment se rendre compte que cette carte, c'est vraiment un game changer. Ça a changé totalement, que ce soit déjà l'industrie de la carte graphique, des solutions graphiques, mais aussi la technologie que l'on utilisait pour afficher une image en 3D, j'en ai déjà parlé. Et ça a eu aussi une influence dans le monde du jeu vidéo. J'en ai pas spécialement parlé parce que je suis pas sûr de maîtriser suffisamment le sujet, mais il faut savoir que dans le monde du jeu vidéo, avoir sous la main une solution graphique qui était aussi performante permettait quand même une grosse avancée. Et de cette carte, j'en ai déjà pas mal parlé sur la chaîne et souvent je vois les mêmes commentaires à son sujet qui reviennent. Ah mais Nvidia fait la publicité complètement mensongère, c'est inadmissible, avec son World First GPU, c'est n'importe quoi. Une révolution, mais cette carte elle a rien apporté, c'est juste le Transform and Lighting, c'est tout. Sérieusement les gars, vraiment pour dire ce genre de choses, faut être totalement aveugle et je suis pas du tout d'accord avec ça. Ce genre de remarque, c'est comme dire que l'arrivée de l'automobile n'a rien changé au monde, étant donné qu'on était capable déjà de se déplacer en tractant des trucs à l'aide d'animaux. De toute manière, elle apporte que le Transform and Lighting. Mais sérieusement, c'est juste un énorme changement, c'est tout bonnement une révolution. Tout comme quand quelqu'un a décidé de mettre un moteur thermique sur une voiture à la base tractée par des chevaux, ça a tout changé tout simplement parce que au niveau des performances, au niveau du fonctionnement, eh bien ça n'a plus rien à voir. La personne qui a fait ça, elle n'a pas juste changé la manière dont on déplace la voiture, elle a tout bonnement redéfini ce qu'est une voiture en faisant ça. Pourquoi? Parce que avant ça, quand on parlait de voiture, eh bien les gens ils pensaient à ça, mais après ça, quand on parle de voiture, de nos jours, eh bien on pense à ça. Alors que maintenant, quand on vous montre ça, les gens ils vont parler de calèche, de carrosse, de diligence, mais certainement pas de voiture. Pourtant, à la base, ça s'appelle une voiture. Et avec la GeForce 256, Nvidia a fait la même chose, c'est-à-dire que Nvidia a redéfini ce que devait être un GPU. Parce que le fonctionnement n'est plus tout à fait le même qu'auparavant, et les performances des PC équipés des nouveaux GPU Nvidia ne sont plus les mêmes non plus. C'est pour ça que, notamment moi, je parle quand je vois ça, eh bien, d'accélérateur 3D et non pas de carte graphique. Et quand je vois ça, une carte graphique moderne ou même la GeForce 256, eh bien je parle de carte graphique ou de GPU. Mais ça du coup, ce n'est plus vraiment un GPU, c'est simplement un accélérateur 3D. Donc en gros, Nvidia nous a proposé là peut-être ce qui est le premier GPU moderne. En réalité, les GPU modernes à l'heure actuelle, ça devrait plutôt être des GPU sous micro-architecture unifiée, mais dans le principe de fonctionnement, tout était déjà là avec la GeForce 256. C'est donc une nouvelle technologie de solution graphique, une nouvelle technologie de carte graphique. Le fonctionnement n'est plus le même et ça a donc provoqué une révolution au niveau de nos machines. Une révolution d'ailleurs comme en réalité on n'en a que très rarement connu, notamment au niveau des solutions graphiques. Les seules autres qui me viennent à l'esprit, c'est par exemple l'arrivée, ce que je disais tout à l'heure, des micro-architectures unifiées, ce qui est arrivé en premier grâce à ATI AMD d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui l'oublient, avec sa première version qui était le GPU de la Xbox 360 et qui est arrivé très rapidement ensuite sur la gamme Pro d'ATI et surtout les premières cartes graphiques grand public qui ont été les HD 2000 à profiter des micro-architectures unifiées ATI.
Et d'ailleurs, Nvidia va très rapidement emboîter le pas à AMD avant même la sortie des Radeon HD 2000 avec la sortie de la 8800 GTX et de la technologie CUDA. CUDA qui est tout bonnement la micro-architecture unifiée d'Nvidia. Et je trouve que c'est peut-être même plus important qu'une révolution qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle au niveau des GPU, avec les nouvelles unités de calcul pour le ray tracing, mais surtout pour l'intelligence artificielle. Pourquoi, même si là on est face à une révolution aussi, c'est plus important ce que l'on a eu sur la GeForce 256, parce que comme je le disais tout à l'heure, je pars du principe que c'est grâce à l'arrivée de la GeForce 256 qu'on a vraiment commencé à pouvoir se diriger vers le GP-GPU. Et sans GP-GPU, je pense qu'on n'aurait pas eu de micro-architecture unifiée, technologie CUDA par exemple du côté d'NVIDIA ou les stream processeurs du côté d'AMD, et sans les micro-architectures unifiées, je doute qu'on se soit dirigé vers les nouvelles unités de calcul que l'on a à l'heure actuelle. Et surtout, la GeForce 256 a eu vraiment une importance capitale pour NVIDIA. J'en ai pas parlé, mais avant l'arrivée des GeForce, NVIDIA faisait déjà des solutions graphiques, des accélérateurs 3D. Il y avait le NV1 qui était un chipset 3D très particulier, qui était surtout destiné à être le GPU de la Sega Saturn. Il y a eu une version pour PC, mais qui est une carte très spéciale. Mais on a surtout eu d'abord la gamme Riva avec les toutes premières Riva, et ensuite les Riva TNT. Et même si les Riva TNT étaient déjà plutôt le haut du panier des solutions graphiques à ce moment-là, le leader incontesté, ça restait malgré tout 3DFX avec les excellentes Voodoo. Donc même si Nvidia était plutôt dans le haut du panier, eh bien c'était pas eux les leaders du marché. Et avec l'arrivée de la GeForce 256 qui est une des raisons qui a fait couler 3DFX, eh bien Nvidia va arriver au panthéon, Nvidia va devenir le leader des cartes graphiques à ce moment-là, et pendant quelques années en réalité. Et Nvidia qui est un fabricant récent à ce moment-là, parce qu'ils ont commencé à produire des solutions graphiques que dans le milieu des années 90. Et en quelques années, ils se sont vraiment hissés en tant que leader, et c'est grâce à la 256. Cette carte, elle a littéralement détruit la concurrence, notamment 3DFX, qui a carrément été racheté par Nvidia, et ça avait choqué tout le monde à l'époque. Sauf ATI qui a réussi à survivre, et je me demande vraiment s'il n'y avait pas eu cette 256, si ça se trouve, on aurait encore la marque 3DFX qui existerait de nos jours. Un peu comme pour la guéguerre spatiale entre les États-Unis et l'URSS, les États-Unis, quand ils sont allés sur la Lune, l'exploit était tellement énorme que la concurrence, donc l'URSS, ne pouvait pas lutter, il pouvait juste admettre être vaincu à ce niveau-là, avoir perdu cette course spatiale. Eh bien, je pense que c'était un peu pareil pour les cartes graphiques. La 256, avec ce gap technologique qu'elle a proposé, était tellement énorme que finalement, la concurrence n'a pas pu rattraper son retard, sauf ATI pour le coup, qui a réussi à continuer et finalement, petit à petit, à rattraper son concurrent, notamment dans les années 2000 où on a eu des très bonnes cartes graphiques Radeon. Donc si je résume pour le mot de la fin, cette GeForce 256, pourquoi elle est importante? Parce qu'elle a mis un coup d'arrêt à la technologie des cartes accélératrices 3D, parce qu'elle a propulsé Nvidia en tant que leader au niveau des solutions graphiques, parce qu'elle a changé complètement le visage de l'industrie des cartes graphiques en détruisant tout bonnement la majorité de ses concurrents, et qu'elle a eu aussi une influence très importante pour le monde du jeu vidéo. Toutes ces raisons-là font que la GeForce 256 est une vraie révolution, et c'est pour ça qu'elle mérite qu'on fête comme il se doit ses 25 ans. Allez, on arrive à la fin de la vidéo, comme d'habitude. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air ou encore de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Je pense vraiment que je vais faire une vidéo revue de presse sur la manière dont a été traitée la GeForce 256 pour ses 25 ans, parce que je ne vais pas vous cacher que je suis très déçu. Je trouve que vraiment ça a été des articles très feignants de la part des sites spécialisés dans le hardware. Donc je pense vraiment faire un épisode dans lequel j'ai en parlé parce que ça m'a beaucoup déçu. Je m'attendais vraiment à mieux et je pense que la presse hardware spécialisée devrait vraiment un petit peu se réveiller sur ce genre de sujet-là. Bon, j'ai encore ma lampe qui vient de me lâcher, c'est pas grave, on va finir dans la pénombre encore une fois. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire un tour dans la description, vous trouverez les soutiens de la chaîne, donc le site PC Boost bien entendu, n'hésitez pas à aller voir ce qui se passe sur le site, c'est super intéressant. Le forum overclockingpc.eu qui pareil soutient la chaîne, donc allez voir ce qui s'y passe. Vous trouverez aussi le sponsor de la chaîne et le lien Linktree vers les réseaux sociaux, la boîte mail, tout ça vous connaissez. Bref, prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.